Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la conduite à tenir devant une hémorragie digestive haute. Il faut savoir que l'hémorragie digestive, c'est une urgence. Elle n'est pas toujours grave, mais c'est une urgence. Donc, l'hémorragie digestive haute, c'est la plus fréquente par rapport à l'hémorragie digestive basse. Donc, on va prendre comme type de description l'hémorragie digestive haute, parce qu'ils ont à peu près la même prise en charge initiale. Il y a des petites différences dans le diagnostic étiologique, mais par rapport à la prise en charge initiale, c'est la même chose. Donc, il faut savoir que l'hémorragie digestive haute, d'accord, elle a plusieurs donc, manifestations cliniques. Ça peut se manifester par hématémèse, par méléna, et rectorragie dans certaines situations où l'hémorragie elle est vraiment importante. Donc, il faut savoir que sur le plan pratique, n'importe quelle conduite pratique urgente, surtout quand il s'agit de la conduite à tenir devant une hémorragie digestive, soit n'importe quel type d'hémorragie, soit conduite à tenir devant une acide de grande abondance, par exemple, il y a trois étapes essentielles. C'est d'affirmer d'abord l'hémorragie, c'est-à-dire on affirme le diagnostic, on pose le diagnostic positif, et en écartant bien sûr les diagnostics différentiels, d'apprécier la gravité, et à la fin, on va faire les mesures thérapeutiques. Pour affirmer l'hémorragie, donc on va faire un interrogatoire rapide et un examen clinique pour affirmer que le patient a déjà une hémorragie digestive et en éliminant bien sûr les diagnostics différentiels parce que le patient il vient par un rejet par la bouche du sang. Donc ça peut être une hémoptysie, ça peut être donc un saignement d'origine ORL. Donc il faut éliminer ces diagnostics pour poser le diagnostic de l'hémorragie digestive haute. Parfois, on a un état de choc avec une anémie, on pense directement à l'hémorragie digestive. Pourquoi? Parce que c'est la plus fréquente, surtout chez les hommes. S'il s'agit par exemple d'une femme, on peut penser quand il y a un état de choc avec une anémie à une hémorragie d'origine génitale. Mais quand il s'agit d'un homme, c'est généralement la cause donc la plus fréquente, c'est l'hémorragie digestive. La deuxième étape, c'est d'apprécier la gravité. Donc, après déjà confirmer qu'il s'agit d'une hémorragie digestive haute, donc il faut apprécier la gravité parce que la conduite, ça change. S'il s'agit d'une hémorragie digestive avec des signes de choc ou sans signes de choc, c'est pas la même prise en charge. Donc, les signes de choc, hypotension, tachycardie, polypnée, froideur des extrémités, marbrure, augmentation de temps de recoloration cutanée, oligurie, troubles de conscience, etc. Ce sont des signes de gravité s'ils sont présents. Donc le malade, ici, on va le transférer parfois à la réanimation s'il s'agit d'un malade qui a développé un coma suite à l'hémorragie, soit un état de choc hypovolimique, donc un choc hémorragique. Donc ce sont des mesures qui diffèrent. Mais parfois, les malades, ils ont un bon état de conscience, des chiffres fonctionnels, ça va, donc on peut dire qu'ils sont stables. Donc la prise en charge, c'est pas la même. L'examen paraclinique, donc bien sûr, on va demander un bilan biologique complet, FNS. On va voir aussi les retentissements sur la FNS, un bilan d'hémostase, des PTCA urinogènes, un groupage isogroupe, isorésus, on ne sait jamais. On va transfuser le patient. Ionogramme urique, un bilan rénal aussi qui va nous aider pour donc voir les retentissements. Parfois, on peut avoir des insuffisances rénales fonctionnelles suite à le choc hémorragique, un bilan hépatique et un ECG systématique. Il faut surveiller le patient, monitorage cardiaque tensionnel, les chiffres tensionnels, bien sûr, c'est très important. La fréquence cardiaque et les chiffres tensionnels, leur surveillance, elle est essentielle, on ne sait jamais. On peut avoir on peut définir déjà l'état de choc par ces deux paramètres et la saturation en oxygène. On commence par les mesures de réanimation. Deux voies d'abord. Pourquoi toujours on pose deux voies veineuses périphériques? Parce que si le patient il a développé un état de choc, ça sera donc difficile, soit impossible de piquer le patient. Donc les deux voies veineuses périphériques à l'arrivée de patient, parce que si il développe le choc, on a un collapsus des voies périphériques, on sera obligé de poser une voie jugulaire, soit voie centrale, donc de préférence de garantir ces deux voies et on va commencer la conduite. L'oxygénation et la transfusion s'il y a l'hémoglobine inférieure à 7 et chez les cardiopathes, si l'hémoglobine inférieure à 10 grammes, on commence la transfusion. La pose de sonde nasogastrique, elle a un intérêt pour confirmer déjà. On va aspirer et voir le son au niveau de l'estomac. Et le deuxième, c'est pour prévenir la pneumopathie d'inhalation. Donc c'est bon, on a stabilisé le patient. Pratiquement, on a fait les mesures d'urgence. Si le patient est stable, on commence on complète l'interrogatoire et l'examen clinique pour arriver au diagnostic étiologique.
Donc, la prise médicamenteuse, s'il s'agit d'un patient qui est en train de prendre par exemple les ANS, l'aspirine, donc ça sera un ulcère suite à la prise donc, médicamenteuse des anti-inflammatoires. S'il s'agit d'un malade qui a une hépatopathie, ça peut être la rupture des varices. S'il s'agit d'une maladie, si le malade il est connu qui a une maladie ulcéreuse, donc c'est une hémorragie suite à une maladie ulcéreuse. On va compléter l'examen clinique. On recherche les signes de cirrhose, donc l'éthylisme, les signes d'insuffisance hépatocellulaire, etc. Puis on va faire la fibroscopie œsogastro-duodénale. Il faut savoir que la fibroscopie œsogastro-duodénale est essentielle dans l'hémorragie digestive, mais elle est faite juste pour les malades stables, soit stabilisés. C'est-à-dire, soit le malade, dès le début, il est stable, soit un malade qui est déjà détériorisé, mais on a stabilisé par les mesures de réanimation qu'on a vues. Et on va faire la fibro. La fibro, elle est essentielle. On va voir pourquoi. Avant la fibro, on peut faire une perfusion de 250 mg en IV d'érythromycine. L'érythromycine, c'est un antibiotique, mais ici, il est utilisé pour le but de vidange gastrique. Parce que le malade, ça peut être véhiculé rapidement à l'hôpital, il peut être ne pas à jeun. Donc, bien sûr, parmi les conditions de la fibroscopie œsogastro-duodénale, c'est ce que le patient doit être à jeun. Donc, on va utiliser cette molécule pour accélérer le vidange gastrique. Le résultat de la fibro, ils vont nous donner une idée. Est-ce qu'il s'agit d'un saignement d'origine gastrique, donc l'ulcère gastro-duodénal, soit il s'agit d'une rupture des varices œsophagiens, et des causes qui sont moins fréquentes, l'œsophagie, syndrome de Mallory-Weiss. Mallory-Weiss, c'est une fissure longitudinale au niveau de la muqueuse gastrique chez les femmes enceintes. D'accord, suite aux vomissements répétés pendant la grossesse, on peut avoir ces types de saignements, des tumeurs, soit l'ulcération de Dialafoy. L'ulcération de Dialafoy, c'est une ulcération suite à une rupture d'une artériole profonde sous-muqueuse. Donc, l'ulcère gastro-duodénal, il s'arrête spontanément, il a un taux de récidive important. Comment prendre en charge un patient qui a un ulcère gastro-duodénal? Il faut classer le patient. Il y a une classification de Forest, donc les différentes stades, l'hémorragie en jet, le suintement diffuse, etc. Dans certaines situations, le saignement il est grave, donc il peut donner des retentissements graves. Et dans certaines situations, l'hémorragie elle est moins grave, donc la prise en charge diffère. Le traitement endoscopique, on va commencer d'abord, avant le traitement endoscopique, d'un bolus DPP. 80 mg, puis on va faire le traitement endoscopique où là on parle de l'hémostase endoscopique par la pose des clips, l'électrocoagulation, l'injection de sérum adrénaline. Il faut savoir qu'en pratique, on utilise surtout les clips et l'injection de sérum adrénaliné, c'est-à-dire on va faire 1 cc d'adrénaline, on complète par 9 cc par exemple de sérum salé et on injecte au fond du cerf pour arrêter les saignements, pour provoquer la vasoconstriction. S'il y a un échec de l'hémostase endoscopique, on va refaire la méthode, soit on va aller directement vers la chirurgie. Le deuxième type de saignement qui est aussi fréquent, c'est l'hypertension portale, donc la rupture des varices œsophagiens dans le cadre de syndrome d'HTP suite à une cirrhose hépatique. On va commencer par la sandostatine en IV, puis on va faire le traitement endoscopique qui consiste à ligaturer les varices par élastique. Donc par les élastiques, on va faire une ligature élastique des varices avec une antibiothérapie prophylactique des surinfections, parce qu'on peut avoir, suite à cette hémorragie, une surinfection et par la suite, il y a un risque d'encéphalopathie hépatique. C'est ça la conduite à tenir devant une hémorragie digestive haute.